Bonjour, aujourd'hui je vous propose la lecture du début d'un roman de Bram de Hoek intitulé Un été sans dormir, roman traduit du néerlandais de Belgique par Emmanuel Sandron, qui est paru aux éditions Miroboll en 2018 et qui fait partie de la sélection des 5 livres proposés pour le prix Étrange Lecture 2020. Prologue. La catastrophe de Windhoek commença comme tous les grands drames, à partir de 3 fois rien. À peine les événements tragiques avaient-ils eu lieu que déjà sociologues et psychologues se pressaient pour en expliquer la cause. La solitude, proposa le premier. L'aliénation, suggéra le deuxième. Ce village flamand vivait en vase clos, exposa le troisième. On attendait celui qui incriminerait un mariage consanguin. Or, nul besoin d'aller chercher aussi loin. Ce qui provoqua l'implosion du village fut en fait un projet éminemment sympathique reposant sur un solide dossier étayé par des statistiques, des graphiques et des mesures en tout genre. Personne n'avait rien vu venir. Personne n'aurait pu non plus, ne serait-ce qu'imaginer une telle histoire. Tout commença par cet article parfaitement banal, d'une longueur exacte de 110 mots, paru dans la gazette locale. Les premières éoliennes de Windhoek. Le fournisseur d'énergie alternative Windelectrix vient d'obtenir de la province de Flandre occidentale et de la commune de Windhoek l'autorisation d'ériger 10 génératrices éoliennes sur le territoire de cette dernière. Le premier parc d'éoliennes de Belgique sera ainsi installé le long du canal de Windhoek, à la sortie de ce petit village du Westhoek. Il s'agit de l'endroit le plus approprié d'après nos calculs, a déclaré l'ingénieur en chef Didier Deroux. Toutes les conditions y sont en effet réunies pour produire de l'électricité par la force du vent. De plus, il n'y aura pratiquement aucun risque de nuisance ou de gêne pour la population locale. D'aucuns auraient pu s'inquiéter à la lecture du mot « pratiquement », mais personne, à vrai dire, ne releva. D'après certains survivants, la responsabilité de la catastrophe incombe totalement au boucher Herman Braque. En réalité, tout le monde aurait été frappé à peu près simultanément par le mal. Par souci de transparence, commençons donc par le boucher. Lundi. Herman Braque gardait les yeux rivés à la fenêtre. Les points de lumière orange filtrant à travers les interstices du volet dansaient au rythme de sa respiration. Il dirigea son regard vers les ombres plus ou moins denses qui se mêlaient au plafond. Il referma les paupières, cherchant à rassembler toutes ces taches en un trou noir dans lequel il pourrait enfin sombrer. Au lieu de quoi, une nouvelle image surgit dans son cerveau épuisé, une image désespérante pour qui est à la fois insomniaque et bouché, un mouton. Il était reparti pour mouliner. On n'apprécie pas la viande de mouton à sa juste valeur, pensa-t-il d'abord. Elle est pourtant bien meilleure que le bœuf. Oh, ce qu'on vend maintenant sous cette appellation. Presque encore du veau. Ah,
quand on laissait encore les steaks mûrir et prendre une belle carnation carminée, ça, c'était quelque chose. Aujourd'hui, il faut les vendre quand ils sont encore roses comme des jeunes filles. Éveillé désormais comme en plein jour, il poussa un soupir, se retourna. Les points oranges du volet laissaient une impression bleutée sur l'écran de ses paupières. Il ne dansait plus, il vrombissait comme des mouches autour d'une bouse de vache. Et cela durait depuis 5 nuits. Une semaine plus tôt, à l'inauguration officielle des 10 éoliennes de Wind Electrics, l'avenir lui avait pourtant paru particulièrement radieux. Venue de la ville et des villages voisins, la foule des grands jours s'était pressée à la fête. Quelle transhumance! Tout le monde accourait pour voir les éoliennes dressées au point culminant de Windhoek, telles des idoles. Le bourgmestre et le ministre de l'Énergie étaient tous deux allés d'un discours dont personne n'avait rien entendu ou presque. Leurs belles paroles avaient aussitôt été emportées par le vent. Fameux vent qui fournirait désormais le village en électricité. Ah ça, le premier édile n'était pas de taille à rivaliser avec les pales qui fauchaient l'air. Impressionnantes comme les rotors de ballons dirigeables invisibles, elles avaient monopolisé toute l'attention. Seul le robinet à saucisses de Hermann égala leur succès. À force de regarder en l'air, les gens avaient attrapé faim. Très vite, on se pressa donc autour du dit robinet. Les saucisses firent fureur en cette soirée de la fin du mois de juin, ainsi que les tartines au pâté de Hermann, le pâté braque de Windhoek, comme il l'appelait fièrement, même si les clients disaient le pâté braque. Il s'en fichait pas mal du nom qu'on lui donnait. Seuls l'intéressaient les compliments. « Il est tellement frais, ton pâté. Mais comment fais-tu » Claire, sa femme, aimait surtout les avantages que cette spécialité leur permettait de s'offrir. Leur voyage en Espagne, la luxueuse Audi et la piscine qu'ils avaient fait installer 1 an plus tôt au fond du jardin. À lui seul, le bénéfice de cette soirée leur permettrait de s'offrir un bon petit week-end. Les éoliennes sont une bénédiction pour Windhoek, avait pensé Hermann en entendant le rire tonitruant du bourgmestre dans la foule. Il avait songé aux milliers de touristes qu'attireraient bientôt les ailes à l'effet hypnotique. Des milliers de touristes qui auraient faim aussi, à force de se tordre le cou pour regarder en l'air. Des milliers de touristes qui se régaleraient donc forcément du pâté braque de Windhoek. À ce moment-là, il avait pourtant perçu quelque chose d'inquiétant, comme une menace indéfinissable. « Oh, on dirait que tu as peur qu'elle te tombe sur la tête !» s'était exclamé le bourgmestre, au visage gonflé par des années de consommation de bière, de champagne bon marché et de zakouski. Tout en lui présentant une serviette pour qu'il essuie la moutarde qui lui maculait les lèvres, Hermann s'était contenté de hocher la tête et de lever de nouveau les yeux vers le ciel. Les ailes des éoliennes poursuivaient imperturbablement leur course. Ça lui donnait mal à la nuque de regarder à cette hauteur vertigineuse, et le soleil de fin de journée réfléchi par les pales l'éblouissait. Il se sentit gagné par la peur absurde que les engins s'effondrent. Il devait bien l'admettre. Il imaginait le tableau. Les pales plongeraient en avant et se fracasseraient au sol dans un tonnerre métallique semblable à celui qu'il avait gardé dans l'oreille après avoir vu le Titanic. Personne n'aurait le temps de crier que déjà ils tomberaient comme des samards, les fruits de l'érable.
avant d'écrabouiller net des dizaines de vies humaines. Du sang, du pu, giclerait du corps explosé du bourgmestre, un peu comme la moutarde du hot-dog qu'il tenait toujours dans la main. Bon, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? La remarque impolie tira Hermann de sa rêverie. Il avisa son nouveau client, un adolescent inconnu, et enfonça sa fourchette géante dans une saucisse. « C'est beau, hein ?» s'exclama le jeune homme en levant le menton avant de s'éloigner. Hermann hocha la tête. Les pales étaient certainement bien arrimées à leur socle. Quel imbécile il faisait! Ce soir-là, en se couchant, heureux d'avoir vendu toutes ces saucisses, il crut d'abord à un problème à la chambre froide. « Tu entends ça ?» demanda-t-il à Claire, qui s'était déjà enroulée dans son drap. « J'entends absolument rien, » marmonna-t-elle. Il renfila son pantalon et descendit jusqu'à la boucherie. La chambre froide fonctionnait parfaitement. Lorsqu'il revint au lit, il perçut de nouveau le bruit. On aurait dit une voiture dont le moteur tournerait au point mort. Hermann savait qu'il devait ne pas y prêter attention, à défaut de quoi ce ronronnement le hanterait sans merci. Il se tourna sur le côté, ferma les yeux et pensa au pâté braque de Windhoek. Un beau nom pour un excellent produit. Comment faites-vous pour qu'il soit aussi frais? Lui demanderaient les milliers de touristes qui arriveraient bientôt. Avant longtemps, Maintenant, c'était comme le moteur d'un camion au point mort. Ne pas se focaliser. Et s'il transformait le garage en salon de dégustation? Avec une décoration rustique, histoire de donner l'impression qu'il existait déjà du temps du grand-père Braque. Il pourrait demander à l'office de tourisme de distribuer ses prospectus. Windhoek était désormais mentionné sur la carte. Pierre Matt se montrait suffisamment malin. Cette histoire serait tout bénéfice pour sa boucherie. Demain, j'en parle à Claire. Mais d'ici là, le bruit monta encore d'un cran. Cette première nuit, à force de se tourner et de se retourner dans son lit en pestant, Hermann comprit. C'était pas une voiture. C'était pas un camion non plus. C'était les éoliennes. Le lendemain de la fête, quand il lui en parla, Claire rit gentiment et lui répondit qu'il exagérait. « Tu te fais des idées, Hermann. Les ailes des éoliennes tournent, voilà, c'est tout. C'est juste la chaleur qui te monte à la tête. » Le sujet était clos. Mais le bruit revint la deuxième nuit, la troisième nuit aussi, tout comme la quatrième. Et Hermann se tournait, se retournait dans son lit. Quand il avait l'impression que les draps lui écorchaient la peau de rage, il les arrachait et se faufilait dans le salon pour regarder la télé. Son cerveau fatigué zappait d'un journal d'information à un autre. Au point du jour, après le bulletin météo d'un abruti de prévisionniste, il traînait sa carcasse jusqu'à la boucherie. Chaque jour, la fatigue sapait un peu plus son entrain. Et chaque soir, il déployait 1000 nouvelles ruses pour ignorer ces satanées éoliennes. Au début de la troisième nuit, il s'était enfoncé des bouchons dans les oreilles, mais le bruit des rotors avait continué à lui parvenir, amplifié par les battements de son cœur.
Dans l'obscurité, il avait lancé avec fureur les boules qui étaient venues s'écraser mollement contre le mur. Claire avait relevé la tête, avait demandé d'un ton sec ce qui lui prenait encore, et s'était tournée pour se rendormir aussitôt. C'était désormais la 5e nuit après l'inauguration officielle. Il était de nouveau occupé à contempler le plafond, perdu dans des considérations oiseuses sur les 1001 qualités de la viande ovine. À côté de lui, Claire ronflait copieusement, insensible au bruit, aidé peut-être en cela par le vin blanc. Hermann, qui avait toujours dormi comme un loir jusque-là, fit glisser une main sur la masse de son ventre et l'arrima à l'élastique de son pantalon de pyjama. « Nous sommes trop gros. Nous sommes trop gros tous les deux. C'est pour ça que nous ronflons. » Énième pensée vaine au cours de cette 5e nuit blanche. Walter de Grise avait des picotements dans les jambes. Le vent depuis le canal attaquait le facteur par le flanc et tirait sur le guidon de son vélo. Ça ne le dérangeait pas. Il aurait pu prendre une mobilette ou une voiture, ne fût-ce que pour gagner du temps. Mais il avait reçu l'autorisation d'effectuer cette tournée en vélo, quelle que fût la météo, jusqu'à sa retraite ou jusqu'à ce que son corps demande grâce. Ce parcours quotidien à bicyclette, du bureau de poste central au village de Windhoek et retour, le maintenait dans une forme olympique. Pas un gramme de graisse. En 25 ans de carrière, il n'avait pas pris un seul jour de congé maladie. Évidemment, ça ne l'avait pas rendu populaire auprès de ses collègues qui avaient presque tous applaudi à l'arrivée des mobylettes et des fourgonnettes. Mais tandis qu'eux pestaient sur la modification de leur parcours et allumaient une cigarette dès qu'ils se retrouvaient hors du champ de vision de leurs supérieurs, lui continuait à pédaler gaiement sur les 7 kilomètres qui le séparaient de Windhoek. Ça soufflait tellement fort que Walter en avait les larmes aux yeux et la goutonnait. Il cracha en direction du fossé herbeux, puis se redressa, regarda de l'autre côté du ruisseau et admira les éoliennes. C'était beau, cette façon qu'elles avaient de dominer le paysage. Dire que le vent qui faisait cliqueter les rayons de son vélo se convertissait là-haut en source d'électricité. Formidable. 15 ans plus tôt, en sa qualité de président du comité d'action Pas de déchets nucléaires à Windhoek, il s'était opposé au projet du gouvernement d'installer une décharge dans cet écrin de nature. Il gardait chez lui un vieux classeur à anneaux dans lequel il avait rangé toutes les coupures de presse de l'époque. Alors, la construction de ce parc d'éoliennes dans son village, c'était comme une victoire personnelle sur le nucléaire et les forces obscures qui voulaient l'imposer. Mais si Walter trouvait les éoliennes belles, c'était aussi parce qu'elles lui rappelaient son enfance. Car dans ses jeunes années, il avait passé la dernière semaine de toutes ses grandes vacances sur la côte. Ces étés-là, il restait des heures à construire des châteaux de sable et à creuser des douves qu'il regardait ensuite se remplir d'eau de mer à marée haute, en poussant des cris de joie. Il complétait toujours son ouvrage en y plantant délicatement de petits moulins en papier. Combien de fois son père n'était-il pas venu le chercher sur la plage en grommant que le dîner refroidissait. Loin de l'appartement exigu, en proie à la canicule, il s'était une fois de plus perdu dans la contemplation de ces petits moulins en papier au coucher du soleil. Cela avait recommencé chaque été, après une année scolaire à apprendre des matières qui l'indifféraient.
à se languir de la mer, du soleil et de ses petits moulins à vent. Il avait grandi, il avait commencé à s'intéresser aux bikinis et à rêver à des mers exotiques qui reléguaient celles du Nord au rang de pataugeoires. Mais pour lui, il n'y eut finalement jamais de palmiers, ni de plage de sable blanc. Sa romance avec Magda et surtout sa grossesse inopinée alors qu'elle n'avait que 17 ans l'avait retenu à Windhoek. Cela faisait maintenant désormais 28 ans qu'il vivait dans le village natal de sa femme, village qu'il se plaisait à imaginer comme un bac à sable où chaque gosse surveillait jalousement son étal de petits pâtés. Walter y était le gamin avec le seau le plus petit. La plupart des villageois seraient confortés à l'idée que 2 personnes, au minimum, s'en sortaient moins bien qu'eux, lui et sa femme. Mais Walter s'en fichait. Il était heureux. Avec son petit seau, il s'était construit des châteaux magnifiques. Il avait été engagé à la poste peu après la naissance de Laura. Lisa était arrivée pile 1 an plus tard. L'éducation des filles avait absorbé une grande partie du budget familial. En se serrant la ceinture, lui et Magda avaient essayé d'offrir une vie insouciante aux petites. Des vacances à la mer, et Walter plantait avec plaisir des petits moulins dans leur château de sable, des jouets à la Saint-Nicolas, même si ce n'étaient pas les plus chers ni tous ceux qu'elles avaient commandés au grand saint. Lisa avait usé les vêtements de sa grande sœur sans rouspéter. En économisant par-ci par-là, ils avaient réussi à envoyer les 2 filles à l'université. Désormais, Laurent gagnait 2 fois plus qu'eux, et Lisa dépasserait sa sœur quand elle décrocherait son diplôme l'année suivante. Très occupées, les filles rendaient rarement visite à leurs parents, à leur grand regret, bien conscients qu'ils étaient que l'argent ne fait pas le bonheur. Après avoir jeté un coup d'œil derrière son épaule, Walter traversa la voie principale et s'engagea dans la petite route qui menait à Windhoek. Aussitôt passé le premier virage, il prit d'assaut le trottoir dans un petit bruit sourd. La distribution du courrier pouvait commencer. Comme chaque matin, Herman entendit le facteur monter sur le trottoir. Il dut poser une main sur le toit de sa camionnette pour ne pas perdre l'équilibre. Il leva les yeux vers les demi-carcasses de porc pendues au crochet de boucherie, de vraies sculptures contemporaines, sans parvenir à fixer son regard sur quoi que ce soit. Tantôt la viande gonflée et la camionnette rapetissée, tantôt c'était l'inverse, et l'odeur âcre, pourtant atténuée par le processus de réfrigération, lui donnait la nausée. Il n'en pouvait plus. Il était épuisé. « Quelques factures pour toi. » C'était la voix de Walter. Lâchant le toit de la camionnette, Herman saisit les enveloppes que lui tendait le facteur sur son vélo. Il distingua tout juste le logo de la compagnie d'électricité qui flottait sur l'une d'entre elles, mais ne vit qu'une vague tache noire à l'endroit de l'adresse. « Merci. » Walter passa la tête à l'intérieur de la camionnette. « Appétissant !» Herman sourit. Il voyait les cadavres avec une plus grande netteté maintenant. L'instant d'après, tout se flouta de nouveau. « Magda va venir t'acheter du pâté. Tu lui en mets un bon morceau de côté ?»« Ah, son pâté !» Herman se souvint qu'il devait de toute urgence s'en repréparer. Il ne pouvait pas se permettre d'attendre le lendemain. « Je te laisse, t'as du travail ?»
Walter avait le pied sur une pédale, prêt à repartir. La nuit, tu les entends aussi? lâcha Hermann. Walter reposa son pied sur le trottoir. J'entends quoi? Hermann hésita. Tu les entends aussi, les éoliennes? Walter le fixa avec des yeux de mouton égaré. Est-ce que j'entends? Je comprends pas ce que tu veux dire. Est-ce que Walter le dévisageait maintenant comme s'il appuyait contre sa nuque l'acier glacé du pistolet électrique qui le transformerait en gigot. Bah, laisse tomber. Le facteur posa une main sur l'épaule d'Hermann. Voilà, avait été cochon. Je continue ma tournée de facture. Il lui adressa un clin d'œil et remonta sur son vélo. Hermann regarda le mouton frisé s'éloigner sur son deux roues. Était-il réellement le seul à entendre les éoliennes? Il devait bien y avoir quelqu'un d'autre que ce foutu bruit empêchait de dormir. Il se raidit. Il n'était quand même pas le seul à rester éveillé chaque nuit, à subir ce martyre. Un instant, il eut l'impression d'être lui aussi pendu à un crochet de boucherie dans sa camionnette. Il jeta un regard par-dessus les toits. Elles étaient encore là, bien sûr. Monstre, marmonna-t-il. Depuis peu, il y avait une nouvelle dans les logements sociaux. Walter étudia le nom inscrit sur l'enveloppe. Il se baissa et regarda à travers la fente de la boîte aux lettres dans la porte, comme si elle l'attendait de l'autre côté. Le couloir était désert. Il sourit à l'idée folle qu'il venait d'avoir, glissa le courrier dans la fente et reprit son vélo pour poursuivre la distribution. Le claquement métallique de la boîte aux lettres ne réveillait pas Saskia-Mas. Cela faisait déjà près d'une heure qu'elle guettait le facteur. Elle espérait désespérément qu'il ne passerait pas une fois de plus devant sa porte sans rien laisser pour elle, même si, en réalité, elle avait cessé d'attendre. Pourquoi quelqu'un aurait-il pris la peine de lui envoyer du courrier? On écrivait aux gens importants, pas à une nullité comme elle. Elle devait être consciente de sa position, plus bas que tout en bas encore de l'échelle sociale. Pas sur le premier échelon, non, mais dessous, un chaton qu'on repousse du pied sous le lit. Voilà ce qu'elle était en train de penser quand Walter de Gries avait glissé une enveloppe à son nom dans la fente de la boîte aux lettres. Elle sauta de son lit, enfila sa robe de chambre et courut à l'autre bout de l'appartement, ouvrit et regarda dans le couloir. À l'autre extrémité, devant la porte d'entrée, un rectangle de papier blanc exerçait sur elle la même fascination qu'un billet de banque sur un SDF. Elle avança, les yeux rivés sur l'enveloppe. Le sang lui battait dans la gorge. Au milieu du couloir, ce fut comme si elle recevait une gifle à toute volée. Pas un coup de poing, non, une gifle. La lettre n'était pas pour elle. Elle s'immobilisa. C'était un courrier pour Bienvenue, le demandeur d'asile sénégalais qui habitait au premier, forcément. Comment avait-elle pu être aussi stupide? Mais parce que tu es stupide, lui murmura sa voix intérieure. Elle recula d'un pas, le regard toujours rivé sur l'adresse qui était trop loin pour qu'elle pût la lire. C'est seulement là qu'elle se rendit compte que le nom écrit au-dessus de l'adresse ne pouvait, vu sa brièveté, être le patronyme imprononçable de Bienvenue.
Son cœur bondit dans sa poitrine. À présent, elle lisait distinctement Madame Saskia Maas, tracé à la main d'une élégante écriture féminine. Dessous, l'adresse, rue de Windhoek 27. Il manquait le A, car elle occupait l'appartement A et bienvenue l'appartement B, mais c'était un détail. Oui, subitement ça lui paraissait un détail maintenant que quelqu'un l'avait trouvée suffisamment importante, elle, pour lui envoyer une lettre dont elle ne connaîtrait le contenu que dans quelques secondes. Au-dessus de l'adresse, elle distingua autre chose, qui lui donna également un coup au cœur lorsqu'elle l'identifia. Le logo de la compagnie d'assurance de la ville. C'était la lettre qu'elle attendait depuis des jours et des jours. Elle déchira l'enveloppe d'un index nerveux. La lettre avait été soigneusement pliée en 3. On voyait l'adresse, la date et l'entête. Chère Madame Maas. On lui donnait du Madame, et même du Chère Madame. Elle ressentit de la fierté qui retomba aussitôt quand elle prit connaissance de la lettre. Chère Madame Maas, nous vous remercions de l'intérêt que vous manifestez pour notre société eu égard aux postes vacants au sein de notre secrétariat. Nous avons étudié votre candidature avec soin. Malheureusement, vous ne remplissez pas tous les critères stipulés dans notre annonce. Nous conservons néanmoins votre CV dans nos fichiers. Si un poste correspondant à votre profil venait à se libérer, nous ne manquerions pas de vous le faire savoir. Salutations distinguées, Séverine Bass, directrice des RH. Bass, autrement dit patron en néerlandais. Beau nom pour une directrice, se dit Saskia, même si elle n'avait aucune idée de ce que pouvaient bien signifier les initiales RH. Elle replia la lettre dans l'enveloppe et regagna ses pénates. Le patronyme de cette Séverine Bass ne différait du sien, Maas, que d'une seule lettre, mais leur destinée était tantôt opposée. Cette lettre de refus, elle la comprenait parfaitement. Ils avaient étudié son CV et avaient tiré la seule conclusion qui s'imposait. Elle ne méritait pas de participer au fonctionnement de leur société. Son début de fierté était retombé comme un bloc de graisse coagulé sur son estomac. Stupide, moche et inutile. Voilà ce qu'elle était. Et faible, car en plus elle était infichue de retenir ses larmes. Ah, il ne lui restait qu'une chose à faire, se remettre au lit et laisser Zeppo, son cocker de 3 mois, lui lécher les joues. Il n'y avait plus de pâté. Magda de Grise le remarqua tout de suite. Elle était la 3e cliente dans la queue, derrière la vieille d'Eknout et la femme de ce Richard de Lieta, le vétérinaire. La satisfaction que lui procurait la fraîcheur régnant dans la boucherie retomba aussitôt. Le temps que Madame de Knut lise sa commande, elle avait tout le loisir d'inspecter le comptoir. Après avoir laissé glisser son regard sur les brochettes de bœuf et les beefsteaks, elle repéra un vide entre le pâté de Beaufort et le pâté de foie. Ce vide, c'était la place du pâté braque, ou, comme Hermann l'appelait d'une façon un peu pompeuse, le pâté braque de Windhoek. Et ce vide l'était aussi désespérément que la cervelle de son cher Walter.
Elle poussa un soupir et entreprit d'étudier Hermann, qui venait de se rendre compte qu'il avait emballé 500 grammes de filet américain au lieu de 500 grammes de haché et qu'il devait tout recommencer. Lorsqu'il se pencha au-dessus du comptoir, ses cheveux gras tombèrent sur son front en sueur. Ses mains tremblaient, ses joues d'habitude rougeaudes étaient blêmes. Il avait des poches violacées sous les yeux. Il fit le compte de madame de Knut. « Tiens, où est Claire au fait ?» se demanda Magda de Gries. Encore à essayer des robes en ville. « Mais Hermann !» s'exclama madame de Knut. « Voilà que tu me rends un billet de 20 au lieu d'un billet de 10. »« Oh, excusez-moi, » grommela le boucher. Il n'avait pas l'air dans son assiette. On aurait dit qu'il avait bu. « Hermann, il n'y a pas de pâté ?» se plaignit Magda, sans laisser à la femme du vétérinaire le loisir de passer sa commande. Celle-ci fusilla Magda du regard, mais elle l'ignora avec superbe. La princesse pouvait bien attendre. « J'ai pas eu le temps, Magda. J'en ferai aujourd'hui, si j'arrive. » Le boucher s'essuya le front du revers de sa manche et se frotta les yeux, comme s'il sentait monter les larmes. « J'espère bien, Hermann. » Il poussa un soupir. « Ce sont les éoliennes, avec leurs fichus boucans, » lâcha-t-il. Les trois femmes le regardèrent d'un air stupide. Madame de Knut, parce qu'elle était sourde comme un pot, cette pimbèche de Liétard, parce qu'à l'arrivée du printemps, elle se cramait toujours le cerveau au solarium, et Magda, parce qu'elle avait mal compris. Les éoliennes, bégaya-t-elle, en se mordant la lèvre inférieure pour se retenir de lui demander s'il n'avait pas reçu un coup d'aile dans la nuque, par hasard. Il ne répondit pas. Il prit la commande de la Liétard comme un zombie. Bien sûr, madame veut la viande la plus chère. Il lui faut de la loyau. Magda était si troublée par le désarroi d'Hermann qu'elle se trompa et acheta des steaks hachés au lieu des escalopes panées dont raffolait son Walter. Sur le chemin du retour, elle se demanda ce qui pouvait bien mettre Hermann dans cet état d'épuisement. C'était quand même pas les folies de Claire. Elle sourit. La boisson, voilà ce que c'était. Oublier le pâté. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait un motif de réjouissance dont se délecter. Quand Saskia rentra dans l'appartement en reniflant, Zeppo se précipita vers elle et lui lécha les pieds. Elle ne connaissait pas meilleur antidépresseur. Elle alla jusqu'au canapé en riant et là il lui mangea les mollets et le creux des genoux. Sous la douche, elle vit le côté positif des choses. Le lendemain, elle avait rendez-vous avec l'assistante sociale, même si elle craignait sa réaction quand elle lui apprendrait que sa candidature à la compagnie d'assurance n'avait pas été retenue, et elle avait une bonne nouvelle à lui annoncer. Son nom figurait désormais dans un fichier. C'était la première fois de sa vie qu'on prenait la peine d'inscrire son nom dans un fichier. On la contacterait peut-être pour un autre poste plus tard. Elle avait dû viser trop haut en sollicitant cet emploi de secrétaire. Elle pouvait tout aussi bien distribuer le courrier interne ou transmettre les appels téléphoniques. Et puis, elle tapait très vite sur un clavier d'ordinateur. Bien sûr, elle faisait encore beaucoup de fautes d'orthographe, mais elle apprendrait. Elle venait de franchir le premier obstacle. Elle sortit de la douche avec la sensation que l'eau lui avait massé le corps et le cerveau.
pourquoi se plaindre? Elle avait de la chance, après tout, de vivre dans un beau logement social, non? Elle se maquilla rapidement. Toute sa vie, on l'avait engluée dans la culpabilité et la honte. Toute sa vie, on l'avait forcée à s'épuiser à la tâche. Toute sa vie, on l'avait tournée en ridicule. Les autres s'amusaient, et elle jamais. Elle avait réussi à s'enfuir. Elle essayait d'apprécier la vie, mais c'était difficile. Viens, Zeppo, c'est l'heure de la promenade. Le chien sautait déjà sur elle. Elle lui caressa le sommet de la tête tandis qu'il lui léchait les mains. Tu as bien vidé ta gamelle, Zep? Elle alla vérifier dans la cuisine. Il avait tout mangé. Allez, on y va. Avant de refermer la porte, elle regarda autour d'elle. Le coin salon qu'elle avait aménagé avec ses maigres économies pour se donner l'impression d'être chez elle malgré tout. L'armoire où elle avait soigneusement rangé sa collection de CD à côté du vieux lecteur. La petite table ronde entourée de chaises bon marché. Elle les astiquait au minimum 2 fois par semaine. Cet intérieur spartiate représentait énormément pour elle. Enfin, elle prenait ses propres décisions et personne ne pouvait plus lui faire de mal. Zeppo flairait les pieds des réverbères et les seuils des portes en remuant la queue. De temps en temps, il levait la patte arrière pour honorer la rue de Windhoek d'un témoignage de sa considération. Saskia avait envie de profiter pleinement du plaisir simple de cette balade estivale, mais un âpre sentiment de culpabilité remontait sans cesse à la surface. Elle ne méritait pas ce bonheur. Une voiture approchait. Elle se raidit et se colla au mur, comme pour se fondre dedans. « Zep, ici !» Le chien s'assit à ses pieds avec une mine anxieuse. Les yeux baissés, elle tourna la tête vers le mur. Elle reconnaissait le moteur. Elle se prépara mentalement à ce qui allait arriver. Les freins crisseraient, une portière claquerait, puis il y aurait les cris et les coups de son grand-père fou furieux. Sa fuite s'arrêtait là. Le vieux la pousserait dans la Mercedes vers Salles et elle serait bien forcée de rentrer à la ferme, à la niche. Après avoir ralenti à sa hauteur, la voiture reprit de la vitesse et poursuivit sa route. Une Mercedes bleue et propre. Saskia recommença à respirer normalement. La peur ne la quitterait-elle donc jamais? Attentive au moindre bruit de moteur, elle sursautait même devant les tondeuses à gazon. Et toutes les Mercedes la faisaient paniquer. Elle se reprit, refusant de se laisser abattre. Un moment, elle observa Zeppo, qui s'était remis à tout flairer, insouciant. Et elle essaya de savourer la caresse du soleil sur ses joues. Elle vivait au village depuis 3 semaines. Mais pouvait-on parler de village à propos d'une rue autour de laquelle s'agglutinaient tout au plus une centaine de maisons? Et elle s'y plaisait chaque jour davantage. À son arrivée à Windhoek en bus, son attention avait été attirée par 10 énormes poteaux blancs qui se dressaient vers le ciel. Elle avait alors pensé à des cheminées d'usines souterraines, mais aucune fumée ne s'en échappait. La scène avait quelque chose de surréaliste. Ces piquets semblaient ne servir à rien, juste à gâcher le paysage. Quelques jours plus tard, quand elle avait vu passer les pales bracellaires, elle avait compris.
Elle dut admettre qu'on n'aurait pas pu trouver meilleur endroit pour des éoliennes. Il soufflait en permanence un vent terrible sur Windhoek. D'ailleurs, elle le sentait tirer sur ses vêtements comme un enfant qui réclame des bonbons. Malgré son petit nombre d'habitants, Windhoek offrait tout ce dont elle avait besoin. Il y avait une boucherie, tenue par un homme drôle qui la saluait toujours gentiment, et une épicerie où la patronne était toujours prompte à tailler une bavette. Et Saskia aimait l'atmosphère bon enfant qui régnait au village. Seul le pharmacien lui faisait un peu peur. Elle accélérait toujours le pas en passant devant l'officine. Depuis qu'elle avait compris ce que les Médocs avaient fait à sa mère, elle ne pouvait plus voir une pharmacie sans frissonner. Mais le village était mal desservi par les transports en commun. Il n'y avait qu'un seul bus par heure. Elle prendrait celui de 7h moins le quart le lendemain pour arriver à l'heure à son rendez-vous au service social de la ville. Comme elle aurait aimé avoir une voiture. Pour ça, il aurait fallu avoir le permis. De toute façon, qui lui aurait appris à conduire? Son grand-père avait toujours dénigré les femmes au volant. Est-ce qu'on met des cochons dans un cockpit? Donnait-il. Tout à sa rêverie, elle avait fini par s'aventurer plus loin que d'habitude. Elle sortait rarement, et quand elle le faisait, elle choisissait en général d'explorer l'autre bout du village. Elle regarda autour d'elle. « Oh, Zeppo, tu as vu ?» Le chiot leva la tête vers elle, mais elle retourna à son inspection d'un bac à fleurs lorsqu'elle comprit qu'il ne recevrait pas de biscuits. Saskia plissa les yeux pour distinguer les mots gravés sur la plaque en cuivre de l'autre côté de la rue. Jan Lietard, vétérinaire, lut-elle difficilement, aveuglée par le soleil. On n'aura pas besoin d'aller en ville pour te soigner, s'exclama-t-elle en souriant. Elle sortit Zeppo du bac à fleurs et traversa la rue. Les grandes baies vitrées du cabinet offraient une vue splendide sur le jardin. Le gazon rutilé. Yann l'avait encore soigné au gazon evergreen pas plus tard que la veille. En bordure s'étalaient des parterres de lavande, de tournesol, de pampres, de genévrier censés évoquer le midi de la France, et l'illusion était parfaite en cette journée sèche et ensoleillée. Des pierrites de la rave, autrement dit des papillons blancs, égayaient le jardin de leur vol romantique. Le vétérinaire Jan Lietard contemplait avec satisfaction les 5 petits oliviers qui délimitaient le fond de son jardin. Il ne manquait que le chant des cigales pour lui donner l'impression d'être en vacances. Les mains derrière le dos, il poussa un soupir de bien-être. Mais l'instant d'après, son corps se raidit et, dans un tic nerveux, il se massait le poignet de la main gauche. Depuis une semaine, sa contemplation du jardin était gâchée par des ombres qui traversaient l'herbe, telles de monstrueuses limaces, avant de disparaître aussitôt derrière la clôture. Tournant avec le vent, elle découpait le gazon millimétré en tronçons irréguliers. Cela l'irritait d'autant plus qu'il se savait condamné à les voir là jusqu'à la fin de ses jours. Il poussa un nouveau soupir. Comment pourrait-il encore se vanter de son jardin exceptionnel auprès de ses amis, s'il était constamment distrait par ces ombres spectrales? Un supplice chinois, voilà ce que c'était. Les pâles continuaient inlassablement à déchiqueter l'œuvre de sa vie. À chaque nouvelle ombre qui glissait sur la pelouse, les crampes qu'il avait aux mains s'intensifiaient. Beau jardin, Jeanne, mais toutes ces ombres, c'est à vous rendre dingue. Il les entendait déjà,
Il voyait déjà leur sourire furtif, et il savait qu'ils penseraient qu'au moins leur jardin à eux n'était pas gâché par ces stupides engins. Pire, la voix glaciale de sa mère résonnait dans sa tête, lui déclarant qu'un homme digne de ce nom aurait réussi à interdire la construction d'une éolienne pile à cet endroit. Il allait pousser un troisième soupir, quand le tintement étouffé de la sonnette retentit. Il entendit des pas dans le couloir de l'entrée, des griffes sur le carrelage. La porte de la salle d'attente grinça. Il détourna les yeux de son jardin martyrisé et alla s'asseoir à son bureau. Son cabinet périclitait. Depuis que la fille de Posey, un fermier du coin, était devenu vétérinaire, il perdait tous ses clients éleveurs. Il s'était donc tourné vers les animaux de compagnie, mais combien y en avait-il à Windhoek? 3 chats, 2 lapins et quelques cobayes. Heureusement, grâce aux héritages cumulés de son grand-père et de son père, son métier n'était guère plus qu'un hobby pour lui. Et quand sa chère mère irait enfin dire bonjour à Saint-Pierre, quel soulagement ce serait! Il se trouverait définitivement à l'abri du besoin. Il n'en négligeait pas pour autant ses quelques rares clients. Il alluma l'ordinateur, fouilla dans le tiroir et posa plusieurs stylos bic devant lui. Il ouvrit son caisson, d'où il sortit 3 dossiers, qu'il posa également sur le bureau. Parfait. Dans la salle d'attente, il trouva une jeune fille qu'il ne connaissait pas. Elle portait des vêtements bon marché, des tennis, des chaussettes blanches, un jean délavé tout court et un t-shirt jaune informe dont le col s'effilochait. La vivacité de son regard noisette signalait une jeune personne intelligente, mais timide. Malgré son apparence modeste, elle n'était pas laide. En se soignant un peu plus, elle attirerait certainement les regards des hommes. Un cocker était assis à ses pieds. « Bonjour », dit-il d'une voix douce. La jeune fille lui répondit d'un signe de tête timoré. Le chien tendit l'oreille et se redressa en jappant. « Entrez », dit Yann, en tenant ouverte la porte du cabinet. Il indiqua une chaise à la jeune fille. « Vous habitez le village ?» demanda-t-il, après s'être laissé tomber sur son fauteuil en cuir. La jeune fille fit oui de la tête. « Je vis dans un studio un peu plus loin, depuis 3 semaines. » Ah. Comme les seuls appartements que Yann connaissait à Windhoek étaient ceux du logement social, il ajouta « au numéro 27, si je peux me permettre cette déduction. » Elle hocha de nouveau la tête et baissa les yeux en rougissant. « Et vous êtes au numéro 72 ?» J'ai trouvé ça rigolo. La gêne la faisait bégayer. Il la trouva adorable. Nous avons donc un point commun. L'amour des animaux en est un autre, je suppose, demanda-t-il en souriant. Elle commençait à se détendre. Ils ont bien voulu que je garde ces peaux, heureusement. On part en balade tous les jours, et quand je dois sortir, je le laisse dans la cour intérieure de l'immeuble. C'est bien, commenta le vétérinaire en hochant la tête. Les cockers sont de très beaux chiens, mais beaucoup de gens oublient qu'ils ont besoin de se dépenser. Ils achètent un chien et puis ils le laissent à la niche. Après ça, ils s'étonnent qu'il aboie toute la nuit. Il avait prononcé la dernière phrase en roulant des yeux. Elle rit. On va marcher tous les jours, lui et moi, qu'il pleuve, qu'il grêle ou qu'il neige. Oh, le pauvre.
Ne traînez quand même pas ce pauvre Seppo dehors en cas de tempête de neige. La jeune fille était devenue rouge comme une pivoine. Non, non, balbutia-t-elle en se tordant les mains dans un geste qui parut encore plus douloureux à Yann que les crampes que lui donnaient les ombres de l'éolienne. Il se tourna vers son ordinateur. « Je vais vous créer une fiche. Dites-moi pourquoi vous venez me voir. » Il espérait qu'elle reprendrait ses esprits en lui dictant ses coordonnées pour son programme. Le logiciel venait enfin de se lancer. Yann se fit la réflexion qu'il devait absolument s'acheter un nouvel ordinateur. Lorsque la porte d'entrée claqua, puis des talons cliquetèrent sur les dalles du couloir. La porte de la cuisine se referma un peu trop bruyamment au goût de Yann. Manifestement, sa femme ignorait qu'il avait du monde. « Voilà, le programme est prêt, dit-il, les mains arrêtées au-dessus du clavier. Je sais où vous habitez, ajouta-t-il en lui adressant un clin d'œil bienveillant. J'ai désormais besoin de votre nom. Il avait tapé les 3 premières lettres du prénom de la jeune fille quand il entendit le cliquetis des talons prendre la direction du cabinet. La porte s'ouvrit à la volée. Le corps splendide de Catherine apparut à moitié dans l'embrasure. Après 15 ans de mariage, il restait charmé par sa beauté et sa classe. Son ventre se serra lorsqu'elle ramena sa belle chevelure blonde sur son épaule. « J'ai acheté de la loyau pour midi, » annonça-t-elle. Yann hocha la tête. « Oh, tu as quelqu'un » fit-elle, s'avisant enfin qu'il n'était pas seul. « Je te laisse, je ressors un moment. Ne te fais pas de soucis pour le déjeuner, je serai rentré à temps. » Avant de refermer la porte derrière elle, elle ajouta « bonjour » à la silhouette figée sur la chaise comme une statue de sel, en haussant les sourcils d'un air lourd de sous-entendu. Walter fut pris de panique. À l'intonation de la voix de Magda, il comprit qu'elle attendait une réponse, mais il n'avait rien écouté, plongé qu'il était dans un article sur le procès qui débuterait en septembre. Le procès du siècle, comme l'annonçait en gras le titre de journal. Un agent de police, originaire d'Ypres, avait assassiné 5 personnes de sang-froid. 1 an après les faits, le flic n'avait toujours exprimé aucun remords. Son arrestation avait fait les choux gras des médias internationaux. Très vite, des têtes étaient tombées. D'abord celle de son supérieur, puis celle du ministre de l'Intérieur. Le tribunal d'Ypres avait émigré au palais des expositions, en périphérie de la ville, en prévision de l'afflux de journalistes et de curieux. Le journal avait interviewé la profileuse qui avait été sollicitée par les enquêteurs. Elle expliquait sans embâche que la police d'Ypres avait traité le dossier avec un grand amateurisme et que l'auteur des faits l'avait mené en bateau avec maestria. Elle n'en avait toujours pas retrouvé le sommeil. Walter replia le journal, s'avança sur sa chaise et croisa les bras sur la table. Son intention était d'admettre tout bonnement qu'il n'avait pas écouté Magda, même s'il craignait que la sanction qu'il aurait à payer soit disproportionnée par rapport à son forfait. Après un sermon d'une demi-heure, il serait sans doute condamné à faire la vaisselle en solitaire. Il attendit, mais rien ne vint. Continuant à épousseter prestement les bougeoirs, Magda se contenta de répéter ce qu'elle venait de dire. « Il y a quelque chose qui cloche chez Hermann, je te dis. » Walter se souvint du visage livide du boucher et de son expression absente. Magda jeta un coup d'œil en arrière, vit dans la posture attentive de son mari un encouragement à poursuivre.
Son plumeau à la main, elle ressemblait à un chef d'orchestre. Walter se rendit compte qu'il n'y avait pas de bougies dans les bougeoirs. Quel intérêt d'avoir des bougeoirs sans bougies? Il fallait s'y attendre, avec tout ce que Claire lui demande. Elle portait encore une nouvelle robe l'autre jour. Madame en a 3 fois plus que nécessaire. En plus, tous ces voyages, ils doivent lui coûter une fortune. Et tu as vu leur bagnole? L'Audi Q7 d'Hermann était d'un luxe inouï, mais Walter n'avait que faire des voitures. Il préférait son vélo. Magda, elle, roulait dans une Citroën C3 d'occasion et soupirait parfois devant une Alfa Romeo ou une Volkswagen. Cette tire est d'un clinquant, commenta-t-il. D'un clinquant, répéta-t-elle en se laissant pénétrer par l'étrangeté du mot. C'est une voiture de millionnaire, oui. Imagine un peu la quantité de saucisses et de pâté qu'il a dû vendre pour se l'offrir. Madame veut toujours plus, et lui, il l'obéit au doigt et à l'œil, comme un petit toutou. Walter hocha la tête. Magda était lancée. Elle gardait le meilleur pour la fin, il le sentait. Elle posa le plumeau sur la table et mit ses mains sur ses hanches. Ils étaient seuls, mais elle baissa la voix. Il boit. Je l'ai vu ce matin dans la boucherie. C'est à peine s'il tenait sur ses jambes. Il était tout tremblant, tout transpirant. Il est en train de devenir alcoolo, je te dis. Voilà, elle avait craché son venin. À ce point, tenta Walter. Bien sûr que si, il en est là, interrompit-elle. T'aurais vu ça? Rends-toi compte, il y avait même plus de pâté braque. Pardon, de pâté braque de Windhoek. Il laisse toute la boucherie aller à volo. Je lui avais pourtant demandé de te mettre un morceau de côté. Ah, soupira Magda. Dans ce soupir, il y avait des années de frustration. Walter le savait. Il n'obtenait jamais ce qu'il voulait. Il ne réussissait même pas à obtenir du boucher du village de lui mettre de côté un morceau de pâté. Magda reprit le plumeau et disparut dans la cuisine. Il y a une nouvelle au numéro 27. Il compta les secondes avant que la silhouette de sa femme réapparaisse dans l'encadrement de la porte. Il s'en a coulé jamais plus de 4. Que dis-tu? Il y a une nouvelle au numéro 27. Une certaine Saskia Mas. Elle avait du courrier ce matin. Magda laissa les mots flotter dans l'air un moment. Puis elle haussa les épaules. Tu parles de ce squelette ambulant? Ça fait 3 semaines qu'elle est là. Tu retardes, comme toujours. Il rougit. D'une compagnie d'assurance, la lettre. Magda n'hésita pas. Elle a des dettes, forcément. Juste après, elle ajouta. Et le nègre, il vit toujours là? Il s'appelle Bienvenu. Lui a encore livré un colis la semaine dernière. Un colis? Elle attendit. Je sais pas ce qu'il contenait. Il n'y avait pas de nom d'expéditeur. Encore un trafiquant. Il fait de petits travaux pour la commune et il dit toujours bonjour quand il va à la ville à vélo. Qui continue. Il a intérêt. Il fait de mal à personne, Magda. Encore heureux. Si tu veux mon avis, il fait de bien à personne non plus. Magda retourna dans la cuisine. Walter l'entendit ajouter « à part au serrurier ». Jan Lietard retourna contempler son jardin. Bien sûr, les ombres réapparurent aussitôt. Il revint au salon et se planta devant la vitrine où ses armes étaient rangées.
ce mastodonte de métal, détonnait dans la pièce. Catherine maudissait ce meuble, mais il l'aimait lui, et son contenu encore plus. Il ouvrit la porte, huma l'odeur des armes et les caressa l'un après l'autre. Le Winchester Featherweight, le Beretta Silver Pigeon 3, et ses préférés, le fantastique Browning B525 Hunter Light Elite et le vieux Sauer de son grand-père. La pièce maîtresse de sa collection se trouvait sur la dernière planche. C'était pas une arme de chasse, mais un Remington Rand M 1911, un pistolet qu'il avait reçu de son père, lequel disait l'avoir acheté à un soldat américain juste après la libération. Le soldat n'avait tiré que 3 fois, et il n'avait tué personne. Yann ne s'était jamais servi de cette arme, mais il l'entretenait avec soin. Il espérait secrètement que l'irruption d'un cambrioleur dans la maison lui donnerait l'occasion de tirer les 5 dernières balles. Il s'empara du Sauer, l'arme la plus légère de sa collection, puis il sortit du frigo un pack de 6 canettes de bière et reprit la direction du jardin. En passant devant la pharmacie, Saskia Maas ne remarqua pas Ivan Kamerlenk à la fenêtre gauche de l'officine, caché derrière le rempart de crème solaire dont il garnissait la vitrine durant ces mois d'été, et qu'il remplaçait l'hiver par du sirop contre la toux et des pastilles pour la gorge. Quand il aperçut la jeune fille, il eut une moue de mépris. Cette donzelle avançait comme si la vie n'était qu'une longue suite de grandes vacances. Malgré sa bonne santé manifeste, elle vivait au crochet de l'État, autrement dit des braves contribuables, qui comme lui gagnaient leur pain à la sueur de leur front. Et puis, elle était attifée n'importe comment. Incroyable que des personnes qui n'avaient rien à fiche de leur journée ne prennent pas un peu soin de leur tenue. Mais ce qui le révoltait le plus, c'était cette bête stupide qui trottinait à ses pieds. Combien de personnes dans son genre n'avait-il pas vu à la télé? Des pauvres qui se plaignaient du faible montant de leurs prestations sociales tout en se payant le luxe d'entretenir la moitié d'un zoo. Oui, bon, ce jeune coquet était mignon avec ses grandes oreilles et son petit arrière-train qui sautillait, mais combien cette connasse l'avait-elle payé? Ivan Kamerlenk grinça les dents. Il imaginait très bien où cette traînée trouvait son argent. Pas besoin de lui faire un dessin. Une pipe pour 3 boîtes de croquettes, ou quelque chose dans ce goût-là. Peu lui importait que le pays court droit à sa perte. Il n'acceptait pas que toute cette débauche parvienne jusqu'à Windhoek, et encore moins qu'elle le menace jusque devant sa porte. Il eut un nouveau rictus. Faute à ces incapables de la maison communale aussi. D'abord, ils avaient dragué le canal de Windhoek. On s'interrogeait toujours sur le pourquoi de l'opération. La première péniche qui s'y aventurerait serait de toute façon immobilisée dès les premiers mètres par les fientes de canard. L'idée était, paraît-il, de faciliter la navigation de plaisance. La navigation de plaisance. De petits yachts étaient régulièrement amarrés le long du quai, pilotés par des parvenus en pantalon blanc et chemise à carreaux avec un poêle dans la main, tous des amis du bourgmestre, soit dit en passant, et sans doute aussi fiefs et coquins que lui. Ensuite, ils avaient acheté la maison de la voisine d'en face pour installer des logements sociaux. Ils ne s'étaient pas privés de jeter un œil au chantier de temps en temps. Ces histoires-là, il valait mieux s'y intéresser de près. Une infraction aux lois de la construction était si vite arrivée.
Ils y avaient installé les salles de bain plus belles que la sienne. Et tout ça, pour qui? Ivan Kamerlingh avait eu beau écrire au bourgmestre, il n'avait jamais reçu que des réponses en langue de bois. L'appartement du premier étage avait d'abord été habité par une femme et 2 jeunes enfants. Une marmaille sans éducation, qui faisait un boucan de tous les diables. Yvan était toujours sur ses gardes quand la mère entrait dans la pharmacie avec un de ses chapardeurs. Mais ils avaient disparu du jour au lendemain pour être remplacés par un noir, un colosse aux épaules larges comme sac, qui n'avait pas vraiment l'air d'avoir souffert de malnutrition. Toujours à brailler au téléphone, sans paraître se préoccuper de ses factures. Et voilà que, pas plus tard que la semaine dernière, ils avaient inauguré le parc d'éoliennes. Saloperie de tours, avec leurs ailes débiles qui tournaient sans répit. Et qu'avaient fait les villageois? Qui avait protesté quand ces connards de la maison communale avaient fait circuler le projet de construction? La moitié d'entre eux n'avaient même pas lu l'article rédigé par le journaliste local, une marionnette aux mains du bourgmestre, et relégué en page 3. Les Béotiens à qui Yvan en avait parlé avaient trouvé le projet génial. De quoi sortir Windhoek de l'anonymat, prétendait-il. Associer le village aux énergies renouvelables dans l'esprit des gens, pour une fois qu'il se passe quelque chose chez nous. Bref, ils avaient tous bu les paroles des décideurs. Réfléchir une seconde. Du lavage de cerveau. Voilà ce que c'était, tout simplement. Il avait renoncé à l'idée de lancer une pétition, de défendre son point de vue dans la presse. De toute façon, les gens vous en étaient rarement reconnaissants. Et il avait détesté la fête pour l'inauguration des éoliennes. Tous ces gens qui s'empiffraient de saucisses et de pâtés que ce boucher obèse bricolait avec des abats. Ces imbéciles. Ah, on vivait vraiment des temps décadents. Ivan Kamerlingh eut une nouvelle moue méprisante. La jeune fille s'était faufilée chez elle sans se faire remarquer. Ah ça, pour être discrète, elle était discrète. Il fallait bien pour faire entrer ses clients en catimini. Il retourna à sa place derrière le comptoir. Il se félicita d'avoir à préparer une pommade à l'acétonide de triamcinolone pour l'eczéma de Madame Pouzel, car la confection était délicate. Ça lui ferait oublier son érection. Il attendait aussi la visite de la vieille Madame de Knut pour son sirop au zinc, lequel allait lui aussi demander toute son attention. Il n'était pas devenu pharmacien pour vendre des analgésiques, des crèmes solaires et des sparadraps, ce qui était à la portée de la première vendeuse venue. Il nourrissait une véritable passion pour les préparations. Dès ses études, il s'était distingué par la fabrication des suppositoires, la plus délicate d'entre toutes. Il fallait déployer des trésors de patience, de précision, de sang-froid pour parvenir au résultat idéal, car il s'agissait de répartir le principe actif d'une manière homogène et d'obtenir que le médicament fonde à la température corporelle et non à la température ambiante. Il réchauffait le mélange poudreux jusqu'à fusion parfaite, et ensuite il versait le liquide dans des petits moules qu'il plaçait sans tarder au réfrigérateur pour éviter tout risque de coagulation. L'ensemble de l'opération nécessitait des nerfs d'acier. Ivan Kamerlingh soupira. Ça faisait des années qu'il n'avait plus fabriqué de suppositoires. Quand les filles du facteur étaient encore petites, Magda de Grise venait chaque semaine à la pharmacie avec une ordonnance.
Le dernier patient pour lequel il en avait confectionné, il s'en souvenait maintenant, avait été Wesley Brack, le fils du boucher. Les lèvres voluptueuses de Catwoman se refermèrent sur son sexe en érection. Elle commençait à bouger la tête d'avant en arrière lentement, tout en le léchant, les joues creusées sous l'effort. Ses mouvements s'accélérèrent, elle haletait. Catwoman posa la pointe de sa langue sur son gland, lustra lentement son pénis sur toute sa longueur, puis se remit à le sucer avec vigueur. L'image de Magteld, la plus belle fille de la classe, remplaça celle de Catwoman. Ses seins et ses cuisses dansaient en cadence tandis qu'elle s'occupait du sexe de Wes Brack. Wes avait enroulé du papier toilette autour de celui-ci. Depuis que sa mère avait commencé à lui poser des questions sur le nombre croissant de mouchoirs qui disparaissaient de l'armoire de la salle de bain, il était passé au PQ. La mesure avait ses avantages. Au lieu de dissimuler des mouchoirs raides de sperme et d'une puanteur écœurante dans sa table de nuit, il évacuait le tout dans la cuvette des WC, et sa consommation accrue de papier toilette passait plus facilement inaperçue. Magteld poussa un long gémissement de plaisir, et Wes éjacula dans le PQ. Il soupira, demeura hagard quelques secondes, vida sa tige des dernières gouttes et s'épongea. Il se rhabilla. Par ce temps, Magteld portait peut-être un haut cintré et un mini-short qui offrait une vue splendide sur ses jambes. Wes maudissait les grandes vacances. 2 mois sans voir Magteld. Avec son bulletin pas franchement glorieux, ses parents seraient peu disposés à le conduire en ville pour un oui ou un non, et certainement pas pour une fête. Et les chances qu'elle se pointe dans un trou perdu comme Windhoek étaient nulles. Wes ouvrit la porte et piqua un sprint jusqu'aux toilettes. Et il jeta le papier dans la cuvette avant d'abaisser son pantalon et d'uriner assis. Il savait d'expérience qu'il en mettait partout quand il pissait juste après s'être astiqué. « Wesley, tu es là ?» Sa mère. « Évidemment. Qui veux-tu que ce soit ?»« Et appelle-moi Wes, pas Wesley. » Combien de fois devait-il le lui dire? Le dîner après, il se leva, en soupirant, eut un dernier regard pour les pièces à conviction et appuya sur la chasse. Ses parents l'attendaient dans la cuisine. On aurait pu imaginer qu'après avoir passé la journée à la boucherie entre les saucisses et les hamburgers, ils auraient eu envie d'un peu de changement. Au lieu de ça, ils se gavaient de viande, encore et encore. Son père ne tolérait le pain, les légumes et les pommes de terre que comme des garnitures sur son assiette. Pour lui, il n'existait pas de repas digne de ce nom sans au moins un gros morceau de viande bien saignante. Ce soir, il y avait des côtelettes de porc au menu. Le moment était-il approprié pour faire connaître sa décision? Se demanda Wes. Son père n'avait pas l'air bien luné. Mais qu'est-ce que ça pouvait bien faire? De toute façon, son père serait furax quand il aurait entendu ce qu'il y avait à lui apprendre. Quand sa mère voulut lui servir une côtelette, il leva la main en signe de refus. « Pas de viande pour moi, maman. » La côtelette resta en suspens au-dessus de la table. La mère de Wesley eut un moment de doute et consulta son mari du regard. Une goutte de graisse tomba sur la nappe. « Tu es malade ?» Le jeune
fit Non de la tête. Je suis devenu végétarien. Le boucher poussa un tel juron que les verres en tintèrent dans le placard. À suivre